Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour et merci d'être là nombreux. Aujourd'hui, nous continuons ce séminaire consacré aux maîtres oubliés avec la présentation de la part de Shake Matossian de Jurgis Balthrosaitis, dont elle nous dira les traits essentiels. Mais de ma part, je voudrais simplement évoquer la raison pour laquelle nous commençons d'une certaine manière, après les 2 maîtres du baroque que j'ai évoqués la semaine dernière, à savoir Giovanni Gette et Jean Rousset, pourquoi nous commençons avec Balthrosaitis. Chaque donnée est en même temps objective, on essaye de l'être en tout cas, et aussi un peu subjective. Et dans mon cas spécifique, ou pour ma génération, Balthrosaitis a été un point essentiel de référence. Pour quelle raison? Pour la raison suivante, essentielle. Toute une génération d'historiens de l'art venait de l'expérience du grand livre de Panofsky sur la perspective comme forme symbolique. Nous avons ici eu, dans cette salle, il y a quelques années, la conférence de Franco Farinelli à propos de la perspective. La perspective est une manière magnifique de mettre une mesure, une distance entre un objet et celui qui le regarde. Mais dans tout ça, la ratio est très importante, mais la ratio ne nous libère pas complètement de la subjectivité, ce qui fait que après le long triomphe de la perspective comme art symbolique, il y a eu tout un mouvement qui venait de différentes sources et raisons, qui, à partir des années 60, a commencé à interroger autrement la Renaissance. Je pense notamment à quelqu'un qu'il faudrait évoquer ici plus largement, Eugenio Battisti, avec son anti-rinascimento, à Hiram Hayden de Counter-Renaissance, où il y avait, surtout chez Battisti, des chapitres qui étaient très proches du travail de Balthrosaitis. Et quand je pense à ces travaux, ceux qui m'ont séduit au commencement de mes recherches, il y a les anamorphoses ou perspectives curieuses. On passe de la perspective bien établie, gouvernée par la raison, aux perspectives curieuses. Il y a le Moyen-Âge fantastique avec les exotismes dans l'art gothique. Il y a Aberration, 4 essais sur la légende des formes. Alors, bien sûr, il y a une continuité pour des raisons aussi biographiques avec Faucillon, la vie des formes, que nous avons évoqué dans le séminaire précédent, mais là, il s'agit de la légende des formes. Vous voyez, il y a toujours cette aura de curiosité, l'attention aux marges, les anamorphoses, c'est-à-dire la forme qui change, et Balthrosaitis a été très important pour toute sa génération-là. J'ajouterai Enrico Castelli Gattinara, qui avait introduit, pour ainsi dire, la pensée de Balthrosaitis en Italie. Et je crois que, en tout cas, pour une génération, Balthrosaitis a été celui qui a décloisonné les recherches sur le Moyen-Âge et la Renaissance, après le legs si important de Panofsky. Mais nous aurons aujourd'hui d'autres perspectives encore, puisque, comme vous le voyez dans la bibliographie qui a été distribuée, les premiers travaux de Balthrosaitis sont consacrés à l'Arménie, et c'est une raison supplémentaire pour avoir ici Shake Matossian, qui a longuement travaillé sur ces thèmes. Elle est philosophe et docteur en théorie de la communication à Bruxelles.
et elle a publié récemment justement le livre sur Rousseau l'Arménien. Je ne portais plus d'autres habits, Rousseau l'Arménien, chez Droz. Et puis elle co-dirige cette revue magnifique, La Part de l'œil, et je n'évoquerai que ses dernières contributions dans le fascicule, enfin, ce n'est pas un fascicule, dans le gros volume de 16-17, Mikhail Bakhtin et les arts, et dans le volume suivant, Force de figure, le travail de la figuralité entre texte et image, sa contribution qui a été le fruit d'un exposé fait ici, invisible mais présent en esprit, le séducteur de Kierkegaard. Ces travaux ont été aussi riches de curiosités baltrusaïtiennes dans le livre Saturne le Sphinx, Prudhon, Courbet et l'art justicier, toujours chez Droz, des admirables secrets de l'Ararat, Vinci, Dürer et Michel-Ange sur les traces d'Er et Noé en 2009. Vous voyez donc entre mythologie, histoire des formes, théorie des arts, les compétences de chaque Matossian sont nombreuses et fines. J'ajouterai qu'elle est une amie fidèle de ce séminaire et dont je la remercie très vivement et je lui donne la parole. Je vais m'asseoir pour mieux voir. Merci beaucoup. Je remercie le professeur Ossola pour cette invitation qui me fait beaucoup d'honneur. Et je vous remercie aussi d'être présent ici. Alors, je vais donc retracer et essayer de reprendre chez Jurgis Baltrušaitis certains questionnements, mais évidemment, je vais suivre l'œuvre de manière à peu près chronologique. Maîtres oubliés, le titre de ce séminaire m'a rappelé ces mots de Gilles Deleuze, « Tristesse des générations sans maître ». Quant à l'oubli, eh bien, nous pourrions dire qu'il est une autre forme de la présence parce que les choses et les personnes oubliées se trouvent bien quelque part. Et, somme toute, l'oubli n'est qu'une évaporation de la conscience, laquelle s'avère bien ténue si on la compare à la mémoire authentique qui reste dans l'inconscient. Cet étrange espace de l'oubli est peut-être celui qu'arpente le mieux Jurgis Baltrušaitis. C'est un personnage, Baltrušaitis est né donc en 1903, il est lituanien, il est décédé à Paris en 1988 et il est né à Moscou. Baltrušaitis est un personnage quasi borgésien qui habite l'intemporel comme son œuvre qui scrute la résurgence des formes, des mythes, tout ce qui est un peu intemporel, mais que nous oublions, mais qui est là, qui ne cesse de sourdre dans notre culture. Ces travaux qui portent sur des objets exotiques, bizarres, lui ont conféré une aura de mystère. Il appartient aux maîtres oubliés, du fait même aussi qu'il n'a pas été un professeur dans une institution. Il a été professeur invité à Yale, à New York et en Lituanie durant quelques années, mais il est plutôt une tête chercheuse, pour reprendre une autre expression de Deleuze. Et il a été bien sûr l'ami aussi et de certains penseurs de l'école de Warburg et ami aussi d'André Chastel. Comme le professeur Ossola l'a dit, il a été le disciple de Faucillon. En ce qui me concerne, j'ai eu la grande chance de pouvoir le rencontrer chez lui au début des années 80. Et je remercie Madame Mandroux-Fransat d'avoir rendu possible cette visite. Il est donc né à Moscou en 1903. Son père est un diplomate qui représente la Lituanie en Russie soviétique. Et il arrive à Paris en 1923 dans le but de faire du théâtre, de la scénographie, des études de théâtre. Et on va voir, en tout cas c'est ce que je vais essayer de montrer, que la scénographie guide vraiment le regard de Baltrušaitis. Ne trouvant rien à son goût,
il arrive dans les cours de Henri Faucillon, et là, donc, il se fait le tournant, il choisit l'histoire de l'art et fait sa thèse avec Faucillon, sa thèse qui est intitulée « La stylistique ornementale dans la sculpture romane » et qui va être republiée sous le titre « Formation, déformation ». Cette attirance pour le théâtre vient très tôt, puisque Jurgis Baltrušaitis confie un souvenir d'enfance à Jean-Louis Gaillemin. Il dit qu'il a été très impressionné par un ami de son père, Gordon Grake, qui avait établi à Florence en 1913 une école de théâtre expérimentale d'avant-garde. Et il confie « Quand j'étais enfant, il me montrait ces maquettes construites avec des paravents articulés, cela me passionnait. » Nous savons qu'un autre tournant a eu lieu dans sa vie en 1922, c'est Jean-François Chevrier qui nous le dit dans le portrait de Jurgis Baltrušaitis, mais on n'en sait pas davantage parce que Baltrušaitis est quelqu'un de très secret sur sa vie privée. On l'a parfois surnommé le Kircher du XXe siècle, en oubliant qu'il avait traité l'étrange jésuite allemand d'érudit doublé d'un mystificateur. En tout cas, lorsque le Figaro magazine parle de lui comme ce lituanien diabolique, eh bien, cela lui plaît. Ce qui caractérise Baltrušaitis, c'est la lecture indicielle. Il fait une enquête, ce sont les propres mots qu'il utilise. Et tout dans cette enquête peut être indice, symptôme. Il ne néglige absolument rien, et c'est tout à fait étonnant de voir les énormes sources qu'il cite. Rien ne lui échappe, la pièce de monnaie, le petit objet en ivoire, le tapis, le monument, la statue, la peinture, tout peut lui servir. Les manuscrits, bien sûr. De la Mongolie aux côtes anglo-normandes, en traversant l'Égypte, l'Afghanistan, l'Iran, le Caucase, Baltrušaitis repère absolument tout. C'est le Colombo de l'histoire de l'art, au sens de découvreur des nouveaux mondes, mais aussi au sens du célèbre détective italo-américain. Il abat les murs aussi levés entre l'Orient et l'Occident. Il nous révèle les sources asiatiques orientales de certains motifs de l'art occidental, tant dans l'art roman que dans l'art gothique. Son travail sur les monstres, les aberrations, repose sur la lecture d'innombrables textes scientifiques, mais aussi d'études sur le terrain, comme on va le voir. Et puis, ce qui me semble très important, c'est que Baltrušaitis dessine. Et c'est pourquoi j'ai fait reproduire juste un tout petit exemple sur les pages qui vous ont été distribuées. Et donc, ces livres sont vraiment très, très illustrés, également de relevés qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise le dessin et ça me semble capital. Il veut, comme il le dit lui-même, produire une espèce de lecture, donner à son lecteur une lecture graphique. Alors, parmi les dessins, il y a aussi les dessins qu'il fait par plaisir et qui vont illustrer ces notes manuscrites qui ne sont pas destinées à être publiées. Mais elles ont fait l'objet d'une exposition en Lituanie, dont voici le catalogue assez petit. Et on voit ici, vous voyez ici une caricature de Baltrušaitis. Il se plaît à la caricature et je crois que cet exercice est intéressant aussi dans l'ensemble de sa démarche, puisque la caricature est un agrandissement, une déformation en vue de la vérité. Et c'est quelque chose qu'on va trouver tout au long de sa recherche. À la lumière des titres de ses livres, dont les premiers concernent l'art des églises arméniennes et géorgiennes, ensuite l'art de Sumer, les suivants les ornements fantastiques et monstres du Moyen-Âge, romans et gothiques, pour aboutir enfin à la série dont M. Ossola vient de parler, il n'a de cesse de traquer la même chose, donc les anamorphoses, les aberrations, etc. Il n'a de cesse de traquer l'ordre du désordre, l'organisation de la monstruosité. Et il affirme « Depuis mon point de départ, dès la stylistique ornementale, j'ai rencontré une règle qui définissait un dérèglement. » Donc ce qui l'intéresse, c'est le dérèglement de la règle par la règle même, j'ajouterais. Il s'intéresse à la question de la résurgence des formes, de leur circulation, de leur efficacité, ce qui touche au problème platonicien de la chora,
la matrice d'où émergent les formes, et dont Platon disait qu'elle est très difficile à entendre puisqu'elle ne ressortit pas seulement à l'intelligible, mais aussi à l'imaginaire, au fantasmatique. Et de fait, l'univers de Baltrushaitis est rempli de spectres, de fantômes. C'est un monde fantasmatique qui réveille l'intérêt de notre enfance, le plaisir de notre enfance pour les énigmes et les mystères. Mais c'est aussi ce qui entraîne de grandes questions philosophiques comme le réel, la vérité, la forme et la matière, les limites de la raison, le pouvoir de l'imagination, le processus de communication. La question qui sous-tend ces recherches est celle de la représentation, dont la référence nodale demeure bien sûr le mythe platonicien de la caverne. Et c'est bien là, dans le mythe de la caverne, que Jan Patočka voyait la dimension métaphysique oubliée de l'Europe. L'examen critique du simulacre, dont nous demeurons prisonniers, éblouis et comme volontairement enchantés, fait de Baltrushaitis un démonteur de scénographie. Et je crois que plus qu'un historien de l'art, il est un démonteur de scénographie. Du reste, il fréquente le monde du spectacle d'avant-garde, ainsi qu'en témoigne la photographie que lui dédicace Georges Yakoulov, alors encore une caricature de Baltrushaitis, ici en oriental, et voici... Pardon ? On ne voit pas ? Ah bon ? Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'était les caricatures de Baltrushaitis, voici, et nous en étions à la maquette. Donc, Baltrushaitis est le monde du spectacle d'avant-garde. Voilà la maquette que lui a dédicacée Georges Yakoulov, la maquette du décor qu'il avait créé pour le ballet de Prokofiev Pas d'acier en 1925-28. Et Georges Yakoulov est un scénographe d'avant-garde qui était très célèbre et qui a, comme on le disait alors, yakoulovisé le théâtre de Moscou. Et ce qui m'a intéressé dans cette photographie, c'est que Yakoulov a signé en arménien en dessous. Bon, enfin, vous le voyez en bas, Kevork Yagovian. Et de fait, Yakoulov est un peintre arménien né à Tbilissi, en Géorgie, en 1884 et mort en Arménie, à Yerevan, en 1928. C'est parce qu'il était très connu donc, pour avoir yakoulovisé le théâtre de Moscou que Diaghilev l'a invité à Paris pour le décor du Pas d'acier de Prokofiev. Alors on verra bientôt l'importance de l'Arménie et de la Géorgie pour Jurgis Baltrushaitis, et peut-être qu'il existait aussi une sensibilité familiale parce que le père de Baltrushaitis, poète, avait traduit pour le public russe des poètes occidentaux, mais également des poètes arméniens, pour une anthologie de la poésie arménienne parue en 1916 et dirigée par le poète russe Valéry Bryousov. Alors l'Arménie et Baltrushaitis, c'est une relation assez particulière. Il commence ses travaux en étudiant sur le terrain les églises de l'Arménie historique. Donc voici Yakoulov. Et Baltrushaitis étudie les monuments arméniens dans l'ancienne capitale de l'Arménie, Ani, la capitale aux 1001 églises, et il étudie aussi les croix de pierre tombales de Djoulfa, du cimetière de Djoulfa, qui était un immense cimetière arménien rempli de croix de pierre, les Khatchka. Et voici donc encore Baltrushaitis à Djoulfa. Alors les travaux de Baltrushaitis s'avèrent très importants du point de vue historique, puisque ce qu'il a étudié, relevé, photographié n'existe plus. En 1998, c'est-à-dire 10 ans après la mort de Baltrushaitis, il restait encore à Djoulfa seulement 2000 déjà, sur un immense cimetière, 2000 pierres tombales arméniennes. Et entre 1998 et 2005, tout a été rasé. En 2005, les Azéris ont rasé tout au bulldozer. Donc il ne reste absolument rien de ce témoignage historique, vraiment d'un patrimoine de l'humanité
Et donc, grâce à Baltrushaitis, bien sûr, nous avons encore des témoignages de l'existence de ces pierres. Et donc, on comprend aussi que Baltrushaitis ne soit pas oublié en Arménie, où une salle de l'université d'architecture porte son nom. Alors, ce qu'il y a qui me semble intéressant, parce qu'on va voir aussi les motifs arméniens ressurgir souvent chez Baltrushaitis, c'est qu'on pourrait dire que c'est le paysage à partir duquel se déploie sa pensée et ses recherches. Une sorte d'arrière-pays, pour reprendre l'expression d'Yves Bonnefoy, et on ne le souligne guère, mais Yves Bonnefoy, avant de choisir l'Italie pour arrière-pays, avait choisi l'Arménie. L'Arménie me trouble toujours, écrivait-il. Et ce terme d'arrière-pays, qui désigne un paysage que l'on a vu en photographie ou en peinture, et qui nous habite autant que nous l'habitons, eh bien, était pour Bonnefoy les photographies d'églises arméniennes. Je cite Bonnefoy. « Mais l'Arménie de mes souvenirs d'une autre vie. Aux marges de cet appel de l'Italie intérieure, et même un peu avant lui, ce plus ancien des contreforts du pouvoir chrétien avait été l'origine de mon idée d'arrière-pays. Ce sont des photos d'églises, comme Tallinn, Ashtarak, Odzun, campées dans leur solitude, qui m'avaient fixé à ce rêve. Des photos en noir et blanc, sans doute proches de celles que publiait Jurgis Baltrushaitis ou sur lesquelles travaillait Jurgis Baltrushaitis, de 20 ans, l'aîné d'Yves Bonnefoy. Et je voudrais rappeler que les livres de Baltrushaitis ont été réédités dans la collection Idées et Recherches dirigée par Yves Bonnefoy chez Flammarion. Alors nous pouvons aborder les études, les premiers livres de Baltrushaitis, études sur l'art médiéval en Géorgie et en Arménie, paru en 1929. Ce livre est préfacé par Fossillon, qui fait des remerciements d'usage envers Kondakov pour l'art géorgien et envers Strigovski pour l'art arménien. Et puis, il prend un ton beaucoup plus chaleureux pour remercier Yakoulov, qui va mourir au même moment, et qui a disparu déjà, à l'ami disperdu Yakoulov, etc., et pour aussi remercier Toramagnan. Et il écrit que Toramagnan lui a prêté le concours d'une information extrêmement riche et précise qui lui a permis de consulter la collection de documents qu'il a réunis avec une science infatigable. Toute l'Europe sait ce que l'archéologie arménienne, dans ses études les plus récentes, doit à ce maître, écrit-il. Et c'est intéressant parce que cela nous montre qu'il rend justice à Toramagnan vis-à-vis de Strigovski. Et plus tard, c'est aussi 2 ans plus tard, à Toramagnan que Baltrushaitis va dédier son livre « Le problème de l'ogive et l'architecture arménienne ». Et l'Arménie, pardon. Alors, Toramagnan est né à Sivas-Sébaste en 1864. Il est orphelin à 14 ans. Il étudie, il est maçon, il taille la pierre et finalement étudie l'architecture à Constantinople. En 1893, il obtient son diplôme, il arrive à fuir les massacres d'Arméniens perpétrés par Abdulhamid II et il circule en Belgique, à Varna, en Égypte, en Italie, en Grèce, arrive à Paris et en 1905, il arrive en 1902 et dès 1905, avec l'aide d'un intellectuel philologue, Garabet Basmadjian, il lance un plan de recherche, un projet de recherche sur les monuments de la capitale, Ani. Et donc, il est le spécialiste reconnu, dès 1905, de tous les monuments des monastères arméniens d'Ani. C'est pourquoi Strigovski l'invite à Vienne. Mais en 1913, à cause de la guerre qui éclate, Toramagnan ne peut plus se rendre à Vienne pour voir la publication commune qu'ils allaient faire. Et Strigovski sort son ouvrage en 1918. Strigovski publie Die Baukunst der Armenier und Europa et se montre comme l'auteur principal, mais de manière très secondaire, Toramagnan. Ce qui fait qu'on voit que le geste de Fossillon et le geste de Baltrushaitis plus tard me semblent déterminants pour montrer le rôle
d'une certaine justice à rendre et aussi d'une amitié au sens de Montaigne vis-à-vis de son livre La Boétie. Et donc une amitié au sens même d'une rigueur intellectuelle et même un sens politique aussi. Dans Études sur l'art médiéval en Géorgie et en Arménie, Jurgis Baltrušaitis publie énormément de dessins, de relevés. Et ce qu'il faut détacher dans cette étude, c'est qu'il démontre comme un mécanisme l'entrelac des pierres tombales arméniennes. Donc voici Toramagnan et les entrelacs des croix de pierre arméniennes. Ce que écrit dans son compte-rendu de 1930 Françoise Henry, spécialiste de l'art irlandais, me semble très, très important pour la suite de l'œuvre de Baltrušaitis. Elle écrit ceci. Il est enfin une partie de ce livre dont la portée dépasse beaucoup une simple étude de l'art arménien. C'est l'analyse de l'entrelac. Et pour elle, grâce à l'étude de Baltrušaitis, l'Arménie semble être, je cite, l'un des plus antiques foyers où se sont élaborées les diverses transformations de la tresse qu'il convient de décomposer pour ensuite saisir la façon dont elle est complexifiée. Je cite, « L'analyse de cette évolution part de la forme la plus simple, la torsade à 2 brins, puis passe à une tresse plus complexe dont le nombre de fils varie suivant l'endroit où l'on réunit les extrémités libres. Cet entrelac régulier est la base de toutes les transformations suivantes. Les combinaisons de ces fils esquissent des figures géométriques dissimulées dans les hachures de la tresse et qui vont se dégager. » Dissimulées dans les hachures de la tresse. Et je crois que c'est cela qu'on va retrouver dans les anamorphoses. Quelque chose de cet ordre. Que dire encore de la perspective qui sont des fils tendus également. Après avoir réalisé l'anatomie d'une tresse, Baltrušaitis observe la construction des figures rudimentaires, rinceaux, palmettes, roses, pour dégager un répertoire et pour aussi dégager l'esprit mathématique qui préside à leur association. C'est que l'ornement n'est pas fait n'importe comment et on va voir chez Baltrušaitis toujours l'importance de la géométrie. Il écrit « Le sculpteur est un géomètre, il cherche les solutions de problèmes d'ordre mathématique et il inscrit ses exercices sur la pierre. » Il ajoute « Ma recherche formelle est une philosophie, la stylistique ornementale est une méthode de la pensée qui soumet la forme vivante à la dialectique rigoureuse de la géométrie. » Et cette dialectique rigoureuse de la géométrie va se retrouver dans la relation entre le cadre et le motif dans l'art arménien et géorgien. Alors, on peut en voir certains exemples. Ici, dans l'église d'Ani, vous voyez l'aigle qui est enfermé dans le cercle. Et pour Baltrušaitis, ça va être très caractéristique de l'art du Caucase de retrouver cet enfermement dans la forme géométrique des personnages. Au point que, dit-il, lorsqu'il n'y a pas le cadre, eh bien, il y a un souvenir de cadre, triangle, cercle, demi-cercle, comme on le voit du reste ici, où le personnage est coincé dans un triangle. Et pour lui, c'est bien déjà l'apparition de la déformation à l'intérieur de quelque chose de géométrique, l'enchâssement du vivant dans le géométrique, où le motif est contraint de coïncider avec le cadre. Il se produit alors une déformation qui est expressive. Et c'est bien cette expression qu'il recherchait dans sa thèse inaugurale, donc formation-déformation. Et on comprend aussi le côté scénographique qui est derrière lui, puisque c'est l'expression qui va être recherchée, la mimique aussi, qui est donnée par la déformation. Nous retrouverons du reste cette disproportion dans l'autoportrait du Parmesan avec sa main agrandie lorsque Baltrušaitis examinera le miroir. On peut s'interroger alors sur l'asservissement produit par un cadre, qui est une question intéressante. Et on peut penser d'une part à ce que Georges Bataille avait dit au sujet du cheval académique,
ou alors justement il y a l'éclatement, il n'y a pas de cadre, où on est dans l'informe total, qui est une forme de révolte. Bataille disait, le cheval gaulois n'est pas informe à cause d'un manque de technique de l'artiste gaulois, mais par une volonté de faire exploser le cheval académique gréco-romain et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la philosophie, l'idéologie, etc. Alors bien sûr, ici, nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là, puisqu'il y a au contraire une soumission à la géométrie, à un ordre géométrique voulu comme supérieur et rendu par le cadre comme forme supérieure. Donc cette contrainte du cadre nous apparaît plutôt comme un effacement de soi, donnant lieu à l'advenue d'une expression capable de nous dépasser, ce que Yves Bonnefoy appelait « raturer outre ». Et je cite Yves Bonnefoy à propos de sa poésie, « Si je n'avais pas adopté ce parti prosodique, 14 vers distribués en 2 quatrains et 2 tercets, ces poèmes n'auraient pas existé, ce qui ne serait peut-être pas bien grave, mais je n'aurais pas su ce que quelqu'un en moi avait à me dire. La contrainte aura été une vrille, perçant des niveaux de défense, donnant accès à des souvenirs restés clos si ce n'est pas réprimé. C'est ce que j'appelle raturer outre. La forme qui peut se mettre rhétoriquement et alors passive au service de ce que l'on croit savoir et désire dire, propose aussi poétiquement de déconstruire ces idées, découvrant par en dessous d'autres strates. Et donc nous sommes à nouveau dans des strates qui vont surgir par cette contrainte de la géométrie. Si on revient à l'étude de Baltrushaitis, bien sûr, elle est consacrée aussi au monument géorgien. Et là, il y a quelque chose de caractéristique du monument géorgien, qui est ce qui pourrait paraître illogique entre l'extérieur et l'intérieur. Baltrushaitis parle alors de atectonique pour essayer de faire comprendre qu'il y a une sorte de mystère dans les monuments géorgiens où l'intérieur est comme préservé par une extériorité qui ne laisse pas du tout deviner l'intérieur. Il y a un emboîtement de plans, dit-il, comme une boîte à secrets. Et du reste, l'ornement extérieur qui est destiné à cacher finalement l'intérieur est appelé perangui, c'est-à-dire un terme qui signifie aussi un vêtement, une chemise masculine, comme s'il y avait une nudité à préserver qui serait l'intérieur de l'église géorgienne. Donc cette profusion d'ornements a bien une fonction écran pour distraire le regard et nous faire voir ailleurs. Les documents que Baltrushaitis reprend pour l'art géorgien sont dus non seulement bien sûr à ses propres recherches, à ses propres relevés comme toujours, mais également à Eftime Takashvili. Alors Takashvili qui a vécu en France de 1921 à 1945 et il est le sauveur du patrimoine artistique géorgien, un peu le Alexandre Lenoir géorgien avec la compétence scientifique en plus. Et donc, ce qui me semblait intéressant aussi, de même qu'on a vu Yakoulov et dans l'avant-garde, mais en même temps dans le patrimoine, eh bien, pour l'art géorgien, ça va être la même chose. Lorsque Takashvili fait son expédition en 1917 pour faire le relevé des sites géorgiens de l'Empire ottoman, il prend avec lui un artiste de l'avant-garde, Ilyazd, qui est dessinateur, poète, illustrateur, et donc qui va faire les plans. Plus tard, Fernand Léger va d'ailleurs illustrer un texte d'Ilyazd. Baltrushaitis consacre aussi une étude à l'art sumérien, art roman, pour montrer comment un motif sumérien, ou plusieurs motifs sumériens, mais un en particulier, va circuler dans l'Occident. Alors, ce qui l'intéresse aussi, c'est la structure, si vous voulez, de l'ornement, l'entrecroisement de la bête avec le rinceau, et toujours cet axe symétrique avec le doublement de la bête qui va donner une forme bizarre et fantastique. Le motif principal qui circule est celui de Gilgamesh contre le lion,
qu'on va trouver adaptées avec Daniel et les lions, en Arménie d'une part, mais pas seulement, bien sûr, comme on le voit ici avec une plaque mérovingienne, ou dans une église espagnole. Donc, il y a encore beaucoup d'autres exemples. Évidemment, les livres de Baltrushaitis sont très, très touffus et denses, donc je prends juste quelques exemples. Alors, bien sûr, les motifs en circulant selon le support sur lequel ils circulent peuvent perdre de l'énergie, perdre leur mouvement secret, mais il y a un médium qui garde ce mouvement secret, la vie interne du motif, c'est pour Baltrushaitis le manuscrit. Et il nous dit, ils inventent un univers nouveau. J'ai pris ici 2 manuscrits arméniens. C'est dans les initiales zoomorphiques, les tresses et les spirales écrites que se recrée et reprend conscience d'elle-même la stylistique ornementale. Les calligraphes des manuscrits raniment et assouplissent le mécanisme déjà durci des métamorphoses imagées à l'intérieur des formes stables. Ils évoquent tous certaines voies possibles par lesquelles l'Occident a pu prendre un contact plus ferme avec une Asie plus ancienne et plus authentique. Et ici, donc, on a un exemple de lettres en forme d'oiseau, de toshchakir, donc des oiseaux-lettres mot à mot. Alors, ce que Baltrushaitis nous dit aussi, c'est l'importance du Caucase pour la transmission de l'art asiatique. Et donc, à plusieurs reprises, il va mettre en évidence le rôle de pont joué par l'Arménie, le Caucase en général, pour la transmission de ces motifs. Alors, autre publication qui est le problème de l'ogive et l'Arménie, où Baltrushaitis va se pencher sur l'origine du gothique à partir du problème de l'ogive arménienne, pour montrer que cette ogive a circulé en Occident, qu'elle n'est pas uniquement ornementale, mais qu'elle a bien une fonction architecturale, qu'elle soutient réellement toute la masse de la coupole et du plafond. Et il dit, il va souligner l'organisation rationnelle des arcs entrecroisés. Tous les problèmes des arcs entrecroisés ont été posés et ont reçu des solutions rationnelles en Arménie, dont il loue la hardiesse des combinaisons trouvées. Et il va donc jusqu'à retrouver cette ogive arménienne dans l'église gothique en Occident, ce qui résulte selon lui bien des échanges qui ont eu lieu durant les croisades entre les Arméniens et les Européens, mais aussi avec la chute d'Ani au XIe siècle, qui va produire évidemment un exode, et aussi la création du royaume arménien de Cilicie, avec lequel les Francs et les Italiens entretiennent des relations commerciales et religieuses importante, ainsi que la circulation des manuscrits. Et c'est pourquoi Baltrushaitis va trouver des édifices lombards avec l'ogive arménienne. Et il écrit « Il y a un monument arménien tout entier, complet, dans tous ses éléments. C'est le narthex de Casal Monferrato, qui reproduit le type de la salle de Horomos Vank et des Jamadoun de Arpad, donc des salles capitulaires, de Arpad et Gansazar. » Alors, donc voilà Casal Monferrato et une page de Baltrushaitis pour Arpad. Voici encore la photo. Nous arrivons alors au Moyen-Âge fantastique avec les monstres, les antiquités, exotisme dans l'art gothique, où Baltrushaitis va montrer qu'au fond, les choses dormantes se réveillent, hein, ça c'est une constante dans l'œuvre de Baltrushaitis, et pour montrer que tout à coup, des sources de l'Antiquité et de l'Asie vont apparaître, ces sources de l'Antiquité qui étaient refoulées jusque-là, puisque l'Antiquité laisse prédominer évidemment l'harmonie, l'équilibre, mais il y a aussi cette hubris démoniaque, et donc elle va apparaître ici dans le Moyen-Âge, avec aussi les monstres de l'Asie. Et donc l'Asie va être associée au monstrueux, au disproportionné. Hein. D'ailleurs, on peut penser à cette phrase de Victor Hugo, « Eschyle est disproportionné, il a de l'Inde en lui ». Mais c'est un éloge hein, chez Victor Hugo. Alors, Baltrushaitis commence... ou disons accorde une place assez importante à un motif qui est le grill,
les grilles gothiques ou visages sur pattes, proches de la caricature, dont dans la mythologie nous avons Baobo, qui peut se rapprocher de cela. Et il écrit « Les premiers grilles connus résultent de la contamination de deux lignées distinctes, les têtes multipliées, les têtes à jambes déplacées », que nous allons retrouver chez Jérôme Bosch, bien sûr. Alors, le terme « contamination » apparaît assez souvent sous la plume de Baltrushaitis. Il me semble intéressant parce qu'il signale un moyen de communication plus rapide, plus secret, plus efficace que le langage, comme une force germinative de la forme qui reviendrait et se transformerait au moment opportun, prenant de vitesse la conscience de son apparition. Et de surcroît, une certaine violence n'est pas exclue dans la circulation des objets d'art, que Baltrushaitis nomme aussi propagation. Il écrit « Le saint pillage de 1204 déverse sur l'Occident un flot nouveau de ces joyaux et inaugure une nouvelle ère de leur propagation ». Il note le rôle destructeur des invasions mongoles, mais aussi l'apport qu'elles ont fait en Occident des motifs chinois, qui vont marquer alors les visions infernales et apocalyptiques, avec des motifs qui viennent de Chine comme la chauve-souris et le démon à poitrine flasque. Et parallèlement, il y a aussi une mode vestimentaire chinoise qui est le hénin cornu des dames, qui sont des chapeaux chinois, des coiffes chinoises, et enfin aussi le beau nuage chinois, le qi, qui fait son apparition en Occident, comme on le voit dans Isis soignant les arbres, une illustration de l'épître d'Othea de Christine de Pisan. Un ample répertoire de thèmes se trouve dressé dans lequel se détachent les objets d'échange par excellence, les sceaux, les monnaies, où apparaît la bête dans la coquille, liée à l'idée de résurrection, comme l'avait montré Valdemar Deona, dont on a évoqué le nom la semaine dernière. Et s'y ajoutent des objets décoratifs, textiles, tapis, l'influence de l'art islamique, bien entendu, qui va être même marqué des manuscrits, puisqu'on va imiter l'écriture arabe. On va mettre des franges comme un tapis à des manuscrits, par exemple. Et le fond asiatique de l'art islamique va répandre sa présence par la lune, des motifs comme la lune au visage de femme, les serpents dragons nés de la tresse, des plantes épanouies en animaux, le wak-wak, cet arbre parlant aux fruits zoomorphiques. Et tout cela circule, bien sûr, par les marchands, les voyageurs, les guerriers. Et finalement, il y a quelque chose d'optimiste chez Baltrushaitis, comme si de la dévastation sauvage survivait toujours quelque chose de la culture et de l'art prêt à germer. L'intérêt pour la déformation se remarque aussi dans l'étude des casques surmontés d'énormes têtes étranges, comme on le voit dans le livre des tournois du roi René d'Anjou. Et cela m'a fait penser à la terreur du petit Astyanax chanté par Homère, qui obligeait Hector à déposer son casque étincelant avec le grand panache pour pouvoir prendre son enfant dans ses bras. Et on a donc bien là une déformation qui va sidérer l'ennemi, hein, qui a pour objet ce pouvoir fascinant. Que remarquait aussi Étienne de la Boétie dans son analyse indépassable du tyran. Je cite la Boétie, « Les premiers rois d'Égypte ne se montraient guère qu'ils ne portassent tantôt un chat, tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête. Et ce faisant, par l'étrangeté de la chose, ils donnaient à leur sujet quelque révérence et admiration. » Et donc on a bien là une altération du contour, de la gestalt, en vue de fasciner, d'impressionner. Et on pourrait penser aussi à toute cette relation qu'avait mis en place Paul Virilio entre l'art et la guerre, la guerre et la vision, pardon, et qu'on va retrouver dans l'invention du camouflage qui a été fait quand même par les théoriciens de la gestalt avec l'aide des artistes. Et là, bon, il ne s'agit plus de sidérer, mais de disparaître, d'être invisible, ce qui est évidemment une grande forme de pouvoir. Ensuite, Baltrushaitis va se pencher sur l'influence bouddhique
et notamment l'apparition du lotus comme motif, ce coussin, ce pouf sur lequel s'assoient les dieux bouddhiques, et particulièrement le bienheureux. J'ai pris quant à moi en exemple le tableau de Holbein l'Ancien pour l'hôtel des Dominicains de Francfort, où le motif bouddhique s'entrelace à l'arbre de Jessé, ce qui peut faire un syncrétisme un petit peu étrange, mais néanmoins présent ici. Le motif bouddhique, l'influence du bouddhisme va se remarquer dans les danses macabres, nous dit Baltrushaitis, dans les mandalas occidentaux, et aussi absolument dans les tentations. Et on peut se rappeler à ce propos que lorsqu'il écrivait La Tentation de Saint-Antoine, Flaubert avait lu non seulement Burnouf, mais tous les livres sacrés de l'Inde. Le deuxième livre sur le Moyen-Âge va nous montrer que les monstres et les mystères du roman persistent dans l'art gothique. Et au fond, André Chastel a bien défini la démarche de Baltrushaitis. Je cite Chastel. « La thèse procède d'une remarque décisive pour la méthode. La substitution d'un style nouveau à celui qui précède n'élimine jamais totalement. Elle réduit à l'état de vie latente ou cachée les formes évincées. » Et donc, bien ici, à la faveur d'une opportunité, disons, tout ce fond antique ressurgit. Et pour Baltrushaitis, tout ce fond antique oriental, byzantin, islamique va être consigné dans le carnet du maître d'œuvre Villard de Honnecourt. Les monstres n'ont pas disparu, mais il faut les chercher ailleurs, dans les hauteurs, dans les gargouilles, dans les zones cachées, les clés de voûte, par exemple. Alors, on peut en trouver un exemple à l'église Saint-Sébald de Nuremberg, le portail du jugement dernier, où on voit des monstres recroquevillés. Et Baltrushaitis étudie le nord de la Loire, les pays anglo-saxons et germaniques. Il répertorie ici encore une quantité incroyable d'œuvres, les pavements, les cartographies, les petits objets, les monuments, tout absolument est répertorié. Et en vue de montrer une altération des proportions, comment la miniaturisation a eu un effet de vertige et une autre forme de vertige qui est la verticalisation, comme si on altérait les lois même de la gravitation. Et il va remarquer cette élévation dans les manuscrits aussi, où la tige va prendre toute la hauteur de la page. Et le texte aussi s'animaliser, comme on le voit dans ce monstre caché dans l'entrelacement des initiales. Baltrushaitis s'intéresse aux marges des manuscrits, et on peut dire même qu'il s'intéresse à la marginalité. On peut citer ce qu'il disait à Jean-Louis Gaillemin. « Disons que je me suis toujours intéressé à ce qui est normalement exclu des recherches positives. Je m'intéresse à tout un monde méprisé, marginal, exclu, que je cherche à mettre à sa place. » Et c'est ainsi cite-t-il les heures de Jeanne d'Évreux, œuvre de l'artiste Jean Pucelle, un chef-d'œuvre insensé des marginalia, puisque ce livre minuscule de 9 cm sur 6 contient 900 motifs dont la virtuosité d'exécution dépasse les moyens matériels de la vue et de la main, nous dit Baltrushaitis. Alors voici donc quelques extraits des heures de Jeanne d'Évreux. Ce sont là, donc, dans les marges que se joue le contre-pouvoir, la belle difformité qui perturbe l'ordre régulier, les figures exemplaires, une sorte d'anti-univers, une anti-humanité, les drôleries, comme disait Rabelais, les babouines, comme disent les Anglais, jusqu'à aboutir au grotesque de la Renaissance. Ce qui nous montre le succès des monstres, c'est aussi la campagne iconoclaste, la censure très forte. S'il y a une censure, c'est qu'il se passe quelque chose. Et en témoigne le succès de la planche de Martin Schongauer, La Tentation de Saint-Antoine, qui sera admirée par Michel-Ange Dürer au Cranach. Les monstres soutiennent aussi les terreurs millénaristes qui se font sous l'influence de Joachim de Flore.
Et on va donc les retrouver dans les apocalypses, l'enfer, les représentations de l'enfer. Également dans les visions apocalyptiques et prophétiques, comme celle de Hildegard de Bingen, qui représente le microcosme dans le macrocosme. Dans aussi la vision de Tondal, qui va marquer les légendes irlandaises, et qui sera, nous dit Baltrushaitis, une des sources de la Divine Comédie, et dont Bosch fera un tableau, hissant ainsi le monstre de la marge à la grande peinture, dira Chastel. Les monstres, eh bien, servent aussi d'annonce, en quelque sorte. Pardon. Une lecture des augures va se faire à partir de la naissance monstrueuse, donnant raison à ce que Émile Benveniste écrivait dans l'étymologie qu'il faisait du mot monstrum, où il disait c'est un avertissement des dieux. Eh bien, les monstres seront vus sous cette forme. L'éditeur Conrad Lykosten va faire un livre de chroniques sur les prodiges, où il va répertorier 2000 figures. Il va citer Albert le Grand, Paracelse, Luther. On va voir l'antéchrist dans la monstruosité. Et même Ambroise Paré, médecin pourtant, Ambroise Paré ne va pas douter de l'existence des monstres. En tant que médecin, eh bien, il va chercher l'explication, la raison, mais il ne va pas douter de leur existence. On va trouver aussi ces monstres chez le naturaliste bolonais Ulysse Aldrovandi. Et tous ces traités, toutes ces illustrations vont se retrouver dans les traités de tératologie du XVIIe siècle. Il y a aussi pour Baltrushaitis quelque chose de plus scientifique peut-être dans les bestiaires qui vont paraître au XIIIe siècle, comme le montre l'ouvrage de Thomas de Quentin-Pré, qui sera pour lui à la base du Buch der Natur de Konrad von Megenberg. Et nous abordons maintenant les perspectives dépravées avec le livre Aberration, dont la définition est astronomique. Les aberrations, c'est un égarement, un trouble du jugement, un phénomène optique qui a pour effet de faire voir les corps célestes à l'endroit et dans la direction où ils ne se trouvent pas. Baltrushaitis dit « Des vérités métaphysiques se trouvent aussi dans les aberrations. Les aberrations ressortissent à des visions étranges qui résultent de constructions et participent à des scénographies. Elles montrent la recherche d'un ailleurs inconnu. Les aberrations, c'est le monde noir, nocturne, tellurique, fantastique. Et en étudiant tout le pan obscur qui double la lumière de la raison, Baltrushaitis redescend dans la caverne pour questionner la vérité, qui est peut-être celle des apparences. Il déclare reprendre à son compte cette phrase d'Oscar Wilde « La vérité métaphysique est la vérité des masques ». Baltrushaitis commence par la physiognomonie, qui est donc l'étude du physique pour découvrir le caractère. Tout est indice dans la figure. C'est une pseudo-science qui remonte à l'Antiquité, avec le pseudo-Aristote, qui va avoir un grand moment de gloire avec Gian Battista della Porta au XVIe siècle. Et disons que l'aspect le plus ludique de la physiognomonie est la zoomorphie qui est établie par certains auteurs. Et donc, du reste, Baltrushaitis était parti d'une page d'un magazine populaire où l'on voyait la photographie de personnages, célèbres ou non, associés à une face animale. Et nous retrouvons donc cette physiognomonie zoomorphique chez Lebrun, Charles Lebrun, qui est aussi l'illustrateur du traité des passions de Descartes. Charles Lebrun, donc, qui va faire l'homme chat ici, l'homme bouc, l'homme aigle. Et bon, il y a toute une série. Ce qui est intéressant et nouveau peut-être avec Lebrun, c'est qu'il propose une géométrisation de la figure
l'angle constitué par les droites passant dans l'axe des yeux, et il s'intéresse à l'expression des passions, puisqu'il va illustrer le traité de Descartes, et pour lui, ce sont les sourcils qui mettent l'accent, qui rendent l'expression des passions. Sa théorie va être reprise par Lavater. Donc voici l'étonnement par Charles Lebrun et la planche de Lavater sur les sourcils comme moyen d'expression. Alors on voit que bien, la théorie semble appliquée aujourd'hui dans les barres à sourcils où vous pouvez choisir votre regard. Alors le Hollandais Petrus Camper va opérer un tournant. Il prétend mesurer l'intelligence de l'homme, là on va déjà un peu plus loin, grâce à sa théorie de l'angle facial qui établit une gradation qui va du crâne du singe à celui du dieu Apollon. Et selon lui, tous les êtres sont formés des mêmes parties qui procèdent par métamorphose. Ainsi, la mystérieuse et étroite affinité des êtres explique les dessins où l'on voit s'entrecroiser une cigogne et une vache, donc à gauche, et à droite, une femme et une jument. Parallèlement, Gaspard Lavater, en collaboration avec Goethe, fait paraître ses études sur les crânes en nommant cette fois l'angle facial ligne d'animalité. Et cette ligne va maintenant de la grenouille jusqu'au dieu Apollon. Baltrushaitis rappelle l'influence de ces auteurs sur des écrivains comme Baudelaire ou Balzac. On pourrait ajouter Michelet, qui va appliquer cela, par exemple, en parlant de Robespierre comme l'homme-chat, et qui va faire un portrait de Marat tout à fait en accord avec Lavater. Marat qu'il déteste, il écrit « Sa peau jaune et ses membres grêles, sa grande bouche batracienne ne rappelaient pas beaucoup que cet être fût un homme. » La physiognomonie va déboucher sur la phrénologie de Franz Joseph Gall, qui va étudier la configuration des crânes et essayer de trouver en quoi certaines régions du crâne sont liées aux passions. Ce que nous dit Baltrushaitis, c'est que ce sont là en fait des pseudo-sciences qui ont un effet d'autorité par le vocabulaire scientifique qui est utilisé, mais en fait, ce n'est que la résurgence d'une vieille pensée occulte. Il aborde ensuite alors bien sûr, on va retrouver aussi, excusez-moi, la physiognomonie dans la caricature, avec Granville, par exemple, et également chez les surréalistes qui vont s'amuser, comme ici le portrait de Soupeau par Masson, qui, pour Baltrushaitis, reprend l'homme léonin de Rubens. Et on pourrait aussi ajouter ce portrait de Kiki Smith, qui est assez léonin, lui aussi, et qui était présenté à l'exposition à la Monnaie jusque la semaine passée. Baltrushaitis prend ensuite les pierres imagées aux Florentines, et il part d'une note célèbre des carnets de Léonard qui recommande aux peintres de regarder un mur souillé et d'imaginer des batailles et des paysages dans les taches et les fissures. Et ici, eh bien, ces pierres, comme les agates, nous offrent des ocelles, des striures, toute une espèce de paysage primitif sur lequel le peintre peut représenter des scènes religieuses, apocalyptiques, célestes ou des villes, comme c'est le cas ici de Johann Koning et du jugement dernier qui est représenté sur ces pierres. Les pierres imagées incarnent la relation problématique entre l'art et la nature, et on se souviendra de Roger Caillois écrivant à leur sujet « Elles étaient les tableaux involontaires de la nature somnambule ». Alors bien sûr, Kircher a été très important aussi pour ces pierres, de même que d'ailleurs Ulysse Aldrovandi qui en avait fait déjà tout un répertoire. Et Kircher, dans son livre Mundus Subterraneus, consacre toute une étude au souterrain, comme son titre l'indique, aux dispositions du terrain, au magnétisme qui peuvent être dans les pierres, les traces divines et angéliques qui peuvent y demeurer. Ensuite, Baltrushaitis aborde les jardins, qui sont des vraies scénographies, l'art des jardins.
qui remonte au théâtre catoptrique de Héron d'Alexandrie, et il cite William Chambers pour montrer qu'il y a une élaboration du jardin. Les jardiniers ne sont pas seulement botanistes, mais encore peintres et philosophes. Et on pourrait ajouter aussi cette phrase de Pope, « All gardening is a landscape painting », d'où l'influence des peintres comme Lorrain, par exemple, Claude Lorrain, dans l'art des jardins. Alors, deux types de jardins existent. La nature assujettie à la maison, ce qui est le type français, ou la maison assujettie à la nature, ce qui est le type anglais. Mais évidemment, se pose la question de la nature, c'est quoi? Alors, les jardins chinois sont très importants dans l'influence de cet art des jardins, mais pour Baltrushaitis, c'est vraiment... Alors, il y a aussi tout le côté paradisiaque qui est renoué avec l'art des jardins, qui est aussi le lieu où peut méditer le sage, comme Rousseau à Ermenonville, un lieu épicurien. Mais tout ce délire vise à nous montrer qu'il y a une hantise de l'évasion, et on peut trouver vraiment des scénographies extraordinaires où sont juxtaposés un moulin hollandais, une pagode chinoise, l'Alhambra. Alors, dans le jardin circulent des serviteurs en costumes exotiques, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est les effets passionnels qu'éveillent les scènes différentes des jardins. Il y a un parcours pédagogique. On peut citer un traité des jardins intitulé Yuanye. Une petite montagne peut donner naissance à plusieurs effets. Une petite pierre peut évoquer des sentiments multiples. Et ces parcours vont en effet de l'agréable au terrible. Il y a des rochers terrifiants, des ruines, des déserts. Bref, la nature est dépassée par sa scénographie et transposée dans une région fabuleuse, écrit Baltrushaitis. J'ai pensé aussi au Rêve dans le pavillon rouge, ce chef-d'œuvre, ce classique de la littérature chinoise. Et on voit dans le plan qui est reproduit dans l'édition de la Pléiade, le plan du jardin du palais, et avec des titres comme Village aux arômes de riz, Chalet des deux rivières, enfin toutes sortes de senteurs qui sont destinées à éveiller à créer des atmosphères. Et pour terminer sur les jardins, je citerai le père Attiret, qui était missionnaire français jésuite et peintre de l'empereur à Pékin, qui écrit toutes les montagnes, en décrivant le jardin des jardins qui fait partie du palais de plaisance de l'empereur de Chine. Toutes les montagnes et les collines sont couvertes d'arbres, surtout d'arbres à fleurs qui sont ici très communs. C'est un vrai paradis terrestre. Les canaux ne sont point comme chez nous, bordés de pierres de taille tirées au cordeau, mais tout rustiquement, avec des morceaux de roche dont les uns avancent, les autres reculent, et qui sont posés avec tant d'art qu'on dirait que c'est l'ouvrage de la nature. On dirait que c'est l'ouvrage de la nature. Et j'aimerais citer aussi le livre de François Gevrey, qui a montré l'importance des jardins dans le décor des nouvelles et des drames galants romanesques du XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis enfin aussi peut-être ce que disait Gilles Clément dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 2011, où il affirmait que l'artiste du paysage heureux valorise la nature dans sa scénographie. Nous passons au livre le plus important, me semble-t-il, de Baltrushaitis, l'Anamorphose. Anamorphose ou Thaumaturgus Opticus, qui est un titre repris à Niceron, un géomètre spécialisé, grand, une sommité dans le monde de la perspective, et où là, on va avoir une distorsion, puisque la perspective est édictée géométriquement, comme on le sait, par Alberti, avec sa célèbre fenêtre albertienne Costruzione Legittima, et par Dürer, avec son portillon perspectiviste, donc dans le but de donner l'illusion de la réalité, pouvoir redresser, comment le donner des idées de profondeur, des images de la profondeur, etc. Bon, alors, dans les anamorphoses, on va se servir de la perspective, mais pour annuler cet effet de réalité. Et cela m'a fait penser aux propos du psychiatre Ludwig Binswanger, par ailleurs qui était le psychiatre de Warburg.
Binswanger qui étudie la distorsion comme forme de la présence humaine. Et il écrit « La distorsion est la conséquence logique excessivement rigoureuse de la poursuite d'un thème qui va jusqu'à la destruction de ce qu'on voulait créer. » Et dans les entretiens qu'il accorde à la revue lacanienne Lannes, Baltrushaitis déclare « Il faut une logique absolument imperturbable pour pouvoir dérégler. Il faut être très rigoureux. » Le terme anamorphose apparaît avec Gaspard Schott au XVIIe siècle, mais bien sûr, la chose est connue bien avant. Il s'agit d'une dilatation des formes qui les rendent méconnaissables, sauf à les regarder d'un point de vue oblique ou à l'aide d'un miroir spécial, et on parle alors d'anamorphose catoptrique. L'anamorphose détourne donc le dispositif perspectiviste, elle défigure l'apparence de la vérité et cache la vision vraie dans les plis. Se pose avec elle la question de la vision juste, de la vision de la réalité ou de la vérité, comme si, par ces mécanismes, nous était donné à voir, de façon nietzschéenne, qu'il n'y a de positivité que conquise sur la négativité, de négativité que stimulée par la positivité. Outre son pouvoir poétique et la puissance de l'illusion, sa construction géométrique et le champ scientifique auquel elle appartient, l'anamorphose sous-tend et se soutient de ce que Baltrushaitis appelle une philosophie de la réalité factice. Les anamorphoses qu'il étudie sont donc d'abord les tableaux à secret de Schoen, qui contiennent, si on les regarde obliquement, des portraits de rois et de papes. Parallèlement à ces œuvres qui sont connotées politiquement, érotiquement, ou qui n'ont d'autre but parfois que d'amuser, il y a aussi des scènes religieuses. Et ici, voici la page du livre de Niceron, où on voit une anamorphose catoptrique. Vous voyez le cylindre dans lequel se reflète le visage qui est anamorphique en dessous. Et il faut détacher les œuvres des minimes à Rome et à Paris, Niceron et Maignan. Tous deux ont fait des fresques qui se répondent, sauf que la fresque de Niceron a été détruite pendant le vandalisme révolutionnaire et qu'il reste la fresque d'Emmanuel Maignan à Rome, dans le couvent des Minimes. Elle nous montre Saint François de Paule, à genoux, en prière, qui n'apparaît au spectateur que s'il se place au bout de la galerie. Et Baltrushaitis rappelle que le couvent des Minimes, fondé par Marie de Médicis en 1609, est un centre cartésien, et c'est pourquoi il consacre un chapitre à l'auteur du discours de la méthode. Descartes a passé plusieurs hivers au couvent des Minimes, l'hiver 1622-23, et puis aussi avant son départ pour la Hollande de 1625 jusqu'à 1628. Baltrushaitis écrit « Tous ceux qui se sont occupés des perspectives insolites se trouvent plus ou moins en relation avec l'auteur du discours de la méthode. » Dans sa dioptrique, comme on le sait, Descartes cherche à maîtriser la vision sensible par les mathématiques, d'où le personnage de l'aveugle, puisque voir, c'est concevoir, ce n'est pas voir avec les yeux, et donc toujours redresser les sens par la conception mathématique. Pour mieux représenter, il faut ne pas ressembler, c'est ce que nous fait comprendre la perspective, mais du coup la perspective est aussi une tromperie, à l'instar des sens qui nous abusent, ce qui mène au doute pour Baltrushaitis. Je cite Baltrushaitis, « L'anamorphose est muable et flexible, comme la cire sur laquelle a médité aussi le philosophe. » Et il conclut de l'incertitude des apparences qui rejoint dans la pensée religieuse l'idée de l'inconstance et de la vanité du monde. On pourrait s'arrêter quelques instants à Descartes et voir avec Alexandre Coiré peut-être une autre façon de traiter le discours de la méthode qui, comme le rappelle Coiré, n'est pas un livre en soi, mais bien la préface à la dioptrique, les météores et la géométrie. Et pour souligner que
dans une époque en désarroi, Descartes est le seul qui apporte une certitude avec le cogito. Donc, au contraire, il amène le sujet maîtrisant, on va dire, hein, qui va être ensuite, évidemment, annihilé, mais en tout cas, il apporte dans cette époque d'incertitude quelque chose de certain. Et le point de vue de Descartes, c'est quand même, bon, on voit que c'est un livre très optimiste, le discours de la méthode, où il y a la médecine, le progrès, d'autres après moi reprendront ce que j'ai fait, etc. Il y a l'usage nécessaire de la raison pour se libérer de l'emprise des sens, toujours trompeur. Donc il y a une confiance quand même dans la raison. En outre, quelque chose d'inouï s'est passé avec le discours de la méthode, nous dit Coiré, c'est qu'il apparaît comme un portrait et une fable. Donc, méfiance, comment faire pour être sûr d'avoir des diamants et non du verre? Méfiance envers l'image comme piège, qui occupe une place aussi prépondérante dans le traité des passions. Si Descartes admet que l'admiration, qui est une passion, une des 6 passions primitives, déclenche le désir de connaître, c'est pour nous inviter aussitôt à la freiner, à la dominer, pour ne pas tomber dans l'étonnement, qui est comparable à la mort, le corps devient comme une statue, ou à la curiosité, qui est pour lui une maladie, la maladie de ceux qui sont aveuglément curieux. Et donc éviter ces deux maladies, et donc toujours maîtriser les passions. Ce qui fait que Michael Edwards trouvait triste cette méfiance cartésienne envers l'admiration qu'il incombe à la connaissance de vaincre. Et selon lui, je cite Michael Edwards, Descartes semble acquiescer à ce désenchantement du monde qui a causé tant de malaise. Il me semble que l'objectif de Descartes n'est rien d'autre que la liberté, cette autarcie qu'il cherche et qu'il trouve en Hollande, et que pour l'atteindre, eh bien, il faut se libérer de tous les pièges et donc en démonter les mécanismes. Le piège des sens, les pièges des passions, le piège du corps, cette automate hydraulique. Savoir nous délivrerait du leurre, de même que la médecine et la maîtrise des passions nous libéreraient des maladies, car les passions néfastes les aggravent, alors que certaines passions, comme on convient à Michael Edwards, sont le siège du plaisir, la cause de la douceur de vivre. Somme toute, l'examen des passions, sorte de verre déformant, coloré, révèle que leur emprise sur l'homme provient du pouvoir de l'imagination, ce qu'avait bien compris la Métrie. Retour à l'image, donc. Encore qu'il ne suffise pas de comprendre le mécanisme du piège pour en briser les entraves, ou, comme l'écrivait mon maître Jean Paumen dans une étude sur Nietzsche, de ce que nous prenons conscience de l'erreur errement, nous n'inférerons pas davantage que nous nous en découvririons affranchis. Et on peut même admettre que le consentement au leurre est peut-être une voie du bonheur, plus certaine, semble-t-il, souvent, que la vérité, qui rarement nous le procure. Baltrushaitis s'intéresse assez rapidement à Desargues, et il parle des querelles qui ont lieu entre Desargues et l'Académie, où Desargues est critiqué, et dans cette critique est aussi visé Dürer et la façon barbare de portraiturer par équarrissement, ce qui est un terme qui me semble intéressant par rapport à la violence que produit l'anamorphose. Alors évidemment, Athanas Kircher est aussi convié avec son Ars Magna Lucis et Umbrae, et toutes les recherches optiques, les mécanismes optiques, les machines que produit Kircher et qu'on reverra particulièrement dans Le Miroir. Tout cela est évidemment pour arriver au noyau dur du livre, qui sont les ambassadeurs de Holbein, un tableau évidemment très célèbre, où à l'avant-plan se cache, comme on le sait tous maintenant évidemment, le crâne dans une anamorphose. Alors, l'œuvre est créée donc par Holbein en Angleterre en 1533. Holbein s'y trouve en 1532. Elle est commanditée
par Jean de Dinteville, qui est ici représenté avec Georges de Selve, évêque de Lavour. Tous deux sont ambassadeurs de France. Le décor réunit tous les objets qui renvoient au quadrivium des arts libéraux, arithmétique, géométrie, astronomie, musique. On voit un tapis d'Orient, une map monde, enfin, tout cela est analysé par de nombreux auteurs, donc on va plutôt rester sur ce qui se passe d'un point de vue de l'anamorphose. Et tout cela se disloque, donc cette apologie des sciences et des arts se disloque. Il y a aussi le dallage de Westminster qui est représenté. Tout cela se disloque si on regarde de façon oblique cette espèce d'os de sèche qui est à l'avant-plan. Et là, donc, on voit ce crâne. Ce qui est intéressant de la part de Baltrushaitis, c'est qu'il va remettre cette anamorphose dans sa perspective de scénographie. Il nous dit, le commanditaire a voulu que le spectateur, en sortant par la droite, se retourne et voit tout à coup l'effondrement du tableau par cette perspective. J'aimerais rappeler ici un passage de Discours figure de Jean-François Lyotard concernant... donc on a bien un spectacle dramatique pour Baltrushaitis ici. C'est cette action du spectateur qui me semble intéressante, de déplacement. Et donc je voudrais rappeler rapidement Discours figure de Jean-François Lyotard, dont la couverture reprend le dallage du tableau de Holbein. Lyotard qui souligne l'éclatement de la valeur faciale du tableau, de la représentation même, lorsque le spectateur regarde latéralement et voit la tête de mort. Je cite, « Si nous regardons l'œuvre latéralement, nous rendons au support sa consistance de support matériel. La scène se dissipe. Et le sigle inentendu de la première vue, qui était une vision, se met à parler. La toile peinte ne s'évanouit plus dans la représentation, c'est la représentation qui explose, qui se résout en tracés énigmatiques, insensés, zébrant la toile. L'anamorphose nous dit que lire exige qu'on meure à la représentation, au fantasme de la présence. L'espèce de soucoupe volante, à la fois fulgurante et immobile qui hésite à se poser sur les dalles, c'est l'écriture divine, autre espace, autre temps, autre lumière. Notre rotation convertit le support. Par elle, le monde devient livre, notre vue devient écoute de la parole. Et Daniel Arras, dans une voix semblable, considère le crâne comme la catastrophe que le détail fait subir au tableau et à la perspective régulière, c'est, dit-il, le renversement du prestige du dispositif mimétique par le regard spirituel. Quelques années avant la parution du livre de Lyotard, dans son séminaire de 1964, intitulé « Du regard comme objet petit a », inclus dans le livre « Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse », Jacques Lacan faisait circuler une représentation du tableau de Holbein, qui illustre du reste la couverture de son livre, et il conseille la lecture du livre de Baltrushaitis. Il écrit « Une référence pour ceux qui voudront pousser plus loin ce que j'essaie de vous faire sentir aujourd'hui, le livre de Baltrushaitis, Anamorphose ». Et il renvoie encore à Baltrushaitis dans le séminaire. Alors on peut s'arrêter, étant donné le renvoi qu'il fait, on peut s'arrêter à ce qu'écrit Lacan. Il est question de regard, dans sa distinction d'avec la vision. C'est la tâche dans le tableau, ce qui nous regarde et anéantise la maîtrise de la vision. La fonction du regard est ce qui commande secrètement le champ scopique. La tâche ou regard échappe toujours à la saisie de cette forme de la vision qui se satisfait d'elle-même en s'imaginant comme conscience. Lacan associe le regard à l'objet petit a. Le regard, en tant qu'objet petit a, peut venir à symboliser le manque central exprimé dans le phénomène de la castration. Et pour lui, c'est l'anamorphose qui va illustrer ce qu'il en est du regard dans sa différence d'avec la dimension géométrale élaborée par la perspective du portillon de Dürer ou l'optique cartésienne, qui est une optique pour aveugles. C'est le piège de la vision que fait surgir l'anamorphose en faisant écrouler la perspective géométrale. Le spectateur est un œil avec l'illusion de sa conscience, alors que le tableau est un regard qui vient anéantir sa maîtrise.
Et c'est dans ce contexte qu'il faut situer ce que dit Lacan. C'est pour établir, je cite Lacan, c'est pour établir une image perspective correcte que le portillon est institué, que j'en renverse l'usage, et j'aurai le plaisir d'obtenir non pas la restitution du monde qu'il y a au bout, mais la déformation sur une autre surface de l'image que j'aurais obtenue sur la première. Et je m'attarderai comme à un jeu délicieux à ce procédé qui fait apparaître à volonté toute chose dans un étirement particulier. Comment ne pas voir ici, immanent à la dimension géométrale, dimension partiale dans le champ du regard, dimension qui n'a rien à faire avec la vision comme telle, quelque chose de symbolique de la fonction du manque, de l'apparition du fantôme phallique. L'anamorphose piège le spectateur dans le confort de l'espace géométral qui dénonçait la vanité des arts et des sciences. Piège dans le piège. Ce qui entraîne Lacan à se référer à Merleau-Ponty, je cite, « Dans cette matière du visible, tout est piège et singulièrement, ce qui est bien désigné par Maurice Merleau-Ponty dans le titre d'un des chapitres du visible et l'invisible, entre là. Entre là. » Donc on retrouve ici, au sujet de l'anamorphose, l'entre-là qui, on s'en souvient, occupait les premiers travaux de Baltrushaitis sur les pierres, les croix de pierre arméniennes. L'analyse baltrushhaitienne de l'anamorphose procède-t-elle d'une anatomie de l'entre-là? La perspective dépravée tend les fils différemment, mais il s'agit toujours de fils. La fin du livre est consacrée aux anamorphoses catoptriques en miroir, avec une propagation aussi dans les intérieurs, parce que ce sont des colonnes miroirs qui vont redresser les images. Et ici, on voit l'illustration de Bettini, l'œil du cardinal Colonna, avec évidemment un jeu de mots entre la colonne miroir et le nom du cardinal. Et l'œuvre sur laquelle travaille particulièrement Baltrushaitis est celle de Vouet, qui est en liaison étroite avec les minimes, et notamment avec Niceron. Et dans ce dessin, eh bien, qui est gravé par l'allemand Jan Troschel, Baltrushaitis voit un bouleversement des valeurs. Il écrit « Jusqu'au début du XVIIe siècle, le cylindre et le cône sont des outils fantasmagoriques et tératologiques par excellence. Toutes les figures qui s'y soumettent prennent des aspects terribles et affreux. L'opération contraire, utilisant les lois de la réflexion, non pas pour déformer les images naturelles, mais pour en redresser les formes dénaturées, n'a jamais été mentionnée auparavant. » Donc, pour la première fois, c'est bien le miroir qui redresse l'image. Et Baltrushaitis s'amuse un peu avec la relation entre l'anamorphose catoptrique et la Chine, puisque les jésuites, en voyageant en Chine, emportent avec eux toutes leurs trouvailles géométriques et pensent qu'ils vont pouvoir éblouir l'empereur chinois Kangui et même convertir le peuple grâce à leurs trouvailles anamorphiques. Le problème, nous dit Baltrushaitis, c'est qu'ils amènent aux Chinois ce qu'eux-mêmes ont reçu des Chinois, sans le savoir. Et il en veut pour preuve cette œuvre-là, l'œuvre de Vouet, car Vouet était arrivé en Italie, non pas de Paris, mais de Constantinople, où il s'était rendu en 1611, avec la suite de Charles Harlay de Sancy, ambassadeur auprès de la Sublime Porte. Il reste à Constantinople pendant 1 an. Il a accès au sérail, qui possède un pavillon spécial pour les collections chinoises, construit sous Soliman le Magnifique par l'architecte Sinan, un Arménien, soit dit en passant. Et l'œuvre de Vouet, ce que nous montre l'œuvre de Vouet, c'est une anamorphose cylindrique Ming dans un jardin romain. L'éléphant anamorphique chinois a traversé les territoires jusqu'au Bosphore avant de parvenir en Europe. Et les jésuites n'ont donc pas vraiment réussi à impressionner les Chinois avec leurs travaux anamorphiques et leurs miroirs aussi déformants que les Chinois pratiquent. Et Baltrushaitis insiste sur la pratique de l'anamorphose au relevé, au dessin, par les Chinois. Ensuite, le livre se termine par la résurgence au XXe siècle de l'anamorphose. Baltrushaitis va dresser les titres des diverses expositions qui ont eu lieu, la reprise par les Dada en 1936, l'exposition dont son travail
est à la source, qui est Anamorphose, qui a été faite à Paris en 1975-76 et qui a été faite aussi conjointement en Hollande et à Paris, Amsterdam, au Rijksmuseum d'Amsterdam et aux Arts décoratifs de Paris. Aujourd'hui, eh bien, nous pourrions citer l'œuvre de l'artiste Felice Varini, qui utilise, un artiste suisse, qui utilise l'anamorphose pour intervenir sur les monuments et les architectures de l'espace public. Et de manière plus superficielle et ludique, vous pouvez télécharger une app pour faire des photos anamorphiques avec votre smartphone. De tout ce qui concerne le XXe siècle dans les anamorphoses, où Baltrushaitis va repérer aussi l'occurrence du mot dans certains titres de livres de sciences humaines, il y a quelque chose qui est très important pour lui, c'est la citation de Cocteau, qui entre vraiment subtilement en correspondance avec sa pensée. Et je cite Cocteau, cité par Baltrushaitis, « La possibilité que certains désordres illisibles puissent n'être qu'un ordre caché sous un autre, et qu'il suffirait d'une révélation aussi simple que le tube de papier brillant pour réintroduire cet ordre inconnu dans les limites étroites de nos impératifs. C'est de la sorte qu'il conviendrait sans doute d'envisager certaines injustices monstrueuses qui paraissent, selon notre code terrestre, incriminer la création, alors qu'elles doivent n'être que le brouillage d'une transcendance dont nous ne possédons pas le chiffre. » Le livre qui termine cette trilogie des perspectives dépravées est La quête d'Isis, encore que le livre sur le miroir irait mieux que La quête d'Isis pour terminer cette trilogie. Et je vais passer rapidement sur La quête d'Isis, où Baltrushaitis résume lui-même l'esprit qui préside à cette œuvre, c'est l'Égypte des égyptomanes contre celle des égyptologues. Et là, on a une légende, quelque chose de fabuleux, qui naît avec la fin de l'historique. Si vous voulez, il y a comme une espèce de principe des vases communicants. Au moment où on sait que les sanctuaires isiaques existaient dans l'Empire romain, leur suppression par le patriarche Théophile et l'empereur Justinien ont fait que la fable a vraiment proliféré. Ce qui est intéressant dans ce que montre Baltrushaitis, c'est que ce n'est pas du tout une fable populaire, mais une fable lancée et divulguée par des érudits. Ce sont des vrais savants qui vont produire et renforcer ce délire d'une présence isiaque absolument partout, dans toute l'Europe, jusqu'à la Chine, jusqu'en Inde, jusqu'au Pérou, qui est aussi associé à l'Inde à cause des pyramides ou à cause de... Enfin, donc, toutes sortes de... Tous les prétextes sont bons, semble-t-il, pour faire apparaître une présence isiaque dans un endroit. Alors, l'hellénisation va s'entrecroiser à l'égyptianisation, puisque Déméter va être associé à Isis, Osiris va être associé à Dionysos, avec les membres épars et le culte du phallus, et également une tradition basée sur saint Augustin et Isidore de Séville va associer Io et Isis. Isis et Io, donc transformés en vaches, et qui auraient fui jusqu'en Égypte en traversant de nombreuses contrées et en donnant les lettres aux Égyptiens. Baltrushaitis montre que cette fable isiaque sert des courants très variés, parfois opposés. On va la trouver pendant la Révolution française, on va la trouver dans la franc-maçonnerie avec les décors et les titres des opéras, la flûte enchantée de Mozart, la naissance d'Osiris de Rameau, le Osiris de Naumann, par exemple, mais aussi avec la religion. On verra Charles Dupuy qui va revendiquer une Isis sur le portail nord de Notre-Dame. Les jésuites, notamment Athanas Kircher, avec ce livre fondamental qui était l'Oedipus Aegyptiacus de 1653, qui va reproduire la table isiaque, découverte à Rome en 1525, volée et finalement exposée au musée de Turin. Ici encore, Baltrushaitis
convoque énormément de matériel, de textes, et pour nous montrer que ce délire va jusqu'à l'imposture, comme c'est le cas de Nagno, un spécialiste en langues orientales, qui veut que sa ville, Viterbe, soit aussi prestigieuse que Rome, et donc il va faire déterrer une fausse colonne égyptienne couverte de hiéroglyphes en vue de montrer cette supériorité de sa ville. Alors les autres ne sont pas en reste. Gilles Corrozet va faire un guide de Paris au XVIe siècle pour montrer que toute l'île de France, Saint-Germain-des-Prés a un culte isiaque, que Mélin s'appelait Iséos, Paris pareil à Iséos, etc. Donc tout un culte égyptien est dans l'île de France, ce qui mènera d'ailleurs plus tard Napoléon à accepter d'insérer Isis en proue dans le blason de Paris. Et bien, les autres pays ne sont pas en reste, puisque si Paris c'est Parisis, eh bien Tamise c'est Tamisis, les Apennins c'est le mont Apis, les Teutons sont directement enseignés par Teute. Donc ça marche à peu près pour tous les pays. Les Allemands sont très, très forts là-dedans aussi. Leurs historiens, très sérieux, hein, tous des auteurs vraiment... pas des farfelus. Turmer-Aventin, Altamer, avant lui l'abbé Rudolf, l'abbé Konrad von Lichtenau, vont dire que les Suèves sacrifient à Isis et Osiris, qui sont passés par le Danube et la Forêt Noire, qu'on leur a enseigné l'art du métal, Eisen, que également, donc toutes les villes qui commencent par Eisen sont forcément des restes du culte isiaque, et que la recette secrète de la bière leur a été directement communiquée par Osiris, a été directement communiquée au roi Gambrinus, lequel est toujours en vogue dans l'univers brassicole. Donc l'amour des Allemands pour la bière est isiaque. Certains auteurs vont dire qu'il y a quand même un petit délire qu'il faudrait redresser, comme Moreau de Mautour en 1717 qui écrit « Il en est des villes anciennes comme des familles, pour leur attribuer une origine illustre, on va chercher dans l'obscurité des temps les plus éloignés, et l'on donne dans le merveilleux et dans la fable ou dans une étymologie souvent équivoque. » Alors on peut se souvenir de ce que Freud disait du roman familial, hein, où les enfants qui croient que les parents avec lesquels ils vivent ne sont pas leurs vrais parents et qu'ils imaginent qu'ils ont des vrais parents beaucoup mieux que ceux avec lesquels ils vivent. Et là, on a les Borgia, les Colonna, les Maximilien qui s'entourent de motifs égyptiens dans les décors de leur palais ou leur blason ou leur arc de triomphe. Ce que nous dit, alors on pourrait penser que, avec la découverte, le déchiffrage des hiéroglyphes, ah oui, j'ai oublié le tombeau de Childéric aussi, qui a été découvert au XVIIe siècle et qui va aussi associer à ce moment-là, à cause de la petite tête bovine, va être vu comme aussi un sanctuaire isiaque avec les abeilles à Poumexapi. On pourrait penser qu'avec la découverte de Champollion, dont la statue est, vous le savez, à l'entrée du Collège de France, que la fable isiaque aurait disparu, mais pour Baltrushaitis, non. Il reste jamais aucun démantèlement scientifique n'en affaiblira le pouvoir surnaturel. Alors, j'aimerais montrer que dans le champ philosophique, il y a eu quand même la devise isiaque « Nul mortel n'a encore soulevé mon voile », qui a joué un rôle important dans le sublime kantien, comme l'avait montré Baldine Saint-Giron dans son texte sur du sublime égyptien Isis et les pyramides. Et cette devise isiaque va se retrouver très interprétée, on pourrait dire, par Anselm Kiefer, qui écrit « La belle apparence soulève elle-même le voile qui couvre son visage ». Et Anselm Kiefer a lui-même réalisé une Osiris und Isis. Et dans une interview, il disait s'entendre parfaitement bien, communiquer tout à fait bien avec les vaches. Aujourd'hui, la fascination pour l'Égypte s'est maintenue. On voit à la Biennale de Venise de 2019 l'artiste polonaise Maria Loboda qui fait un acrobate égyptien. Et en 2019, il y a eu quand même 2 grandes maisons de haute couture, Balmain qui a fait des tissus hiéroglyphiques et Chanel des silhouettes pharaoniques.
Le dernier livre de Baltrushaitis que j'aborde est donc Le miroir, où on va retrouver la même logique qu'avec les anamorphoses, c'est-à-dire que de même que l'anamorphose partait de la perspective pour opérer une distorsion, le miroir qui est recommandé par Alberti et Léonard comme un maître juge pour redresser les erreurs du peintre, est ici déformé volontairement selon des lois géométriques de nouveau. Donc les miroirs qui intéressent Baltrushaitis ne restituent pas la réalité, mais au contraire la mettent en pièces. Ce sont des miroirs qui vont produire des visions fallacieuses et qui remontent à l'Antiquité avec Héron d'Alexandrie, qui ont beaucoup de succès au XVe, XVIe siècle, des miroirs qui produisent des apparitions, des miroirs spéciaux, qui vont être mis aussi au service de la religion, et particulièrement l'interrogation évidemment philosophique naît aussi avec cette préoccupation pour le miroir déformant. Baltrushaitis relie ses inventions aux préceptes delphiques. Les fallacies et les erreurs calculées correspondent à des nécessités profondes égales à celles de se connaître parfaitement. Le moi ne se cherche plus donc dans le lisse et le pur, à l'instar de Narcisse, mais dans le trouble. Au demeurant, Narcisse lui-même a troublé par ses larmes la surface lisse et pure dès qu'il a compris sa folie, ce qui a entraîné Baltrushaitis à considérer les vers d'Ovide comme le plus parfait condensé de la métaphysique du miroir. Et quant au miroir d'eau, je renvoie aux travaux de Clélia No. L'auteur qui a créé aussi beaucoup de miroirs déformants, c'est évidemment Athanas Kircher, dont le musée kircherien du Collège des Jésuites regroupe toutes sortes de machines de vision, dont voici quelques exemples. Donc, grâce à ces machines, eh bien, l'individu peut apparaître comme une foule ou flotter dans l'air ou avec des parties de son corps beaucoup plus agrandies, d'où l'intérêt aussi que certains peintres leur portent, comme le Parmesan avec cet agrandissement de la main ou Van Eyck avec le miroir qui rétrécit à l'arrière de son tableau. Donc voilà les miroirs sphériques convexes qui rétrécissent l'image ou le concave qui l'agrandit. Il y a également les miroirs divins, mais je vais plutôt leur avançant. Nous pensez en quoi l'intérêt du miroir peut nous aider à lire aussi un peu autrement ou à repérer dans certaines œuvres, à les lire sous l'angle du miroir grâce à Baltrushaitis. Et je pense notamment au livre de La Boétie, La servitude volontaire, que La Boétie voulait comme un miroir. Moi, je veux que mon livre soit un miroir dans lequel le tyran verrait ses verrues, donc un miroir de vérité, parce que le tyran, justement, est vu comme il ne doit pas être, c'est-à-dire avec 1000 mains, 1000 pieds, 1000 lieues. Comment le voyez-vous ainsi? Donc, il est vu comme dans un miroir déformant, et il incombe de le voir dans sa gestalt humaine, avec 2 yeux, 2 mains, 2 pieds, nous dit La Boétie. Regardez-le, il est fait à même moule. Et la vision de ce même moule devrait suffire à ne pas admettre que l'un puisse dominer les autres. Et également, Proudhon, qui aura bien retenu la leçon d'Étienne de La Boétie, qui établit le but anti-séducteur de l'art critique, dont Courbet est le représentant le plus célèbre. Je cite Proudhon. Pour nous améliorer, il faut d'abord nous connaître. Pour nous connaître, il faut nous voir tels que nous sommes, non dans une image fantastique, indirecte, qui n'est plus nous. Grâce à l'art critique, l'homme deviendra miroir de lui-même. Associant l'érudition et une forme de délire, que revendiquait du reste Platon pour la philosophie, la mania, les savants étudiés par Baltrushaitis, et sans doute Baltrushaitis avec eux, perturbent les délimitations et les contours qui n'ont d'autre but que de nous rassurer. Tant les monstres que les aberrations font vaciller les principes de la logique, celui de l'identité, A égale A, comme celui du tiers exclu, A ou non A.
les transformations, les illusions d'optique, basées sur les mathématiques, s'accompagnent de questions ontologiques. Par le renvoi à un processus de contagion, Baltrushaitis suggère que la recherche rationnelle des aberrations trouve sa source dans un univers qui ne l'est pas, où tout nous est donné immédiatement, mais que nous devons traduire et transformer. Les règles optiques permettent de penser, mais sans doute pas de connaître, au sens le plus fort du terme. Et c'est le fond obscur, ce sublime d'en bas, qui nous en donne l'accès. En montrant les formules des déformations, les lois qui les produisent et leurs effets, Baltrushaitis interroge à la fois les normes de la pensée et les idées intuitives. Baltrushaitis semble nous guider dans un parcours menant à une sorte d'œil de la loi correcte, comme s'il nous fallait remonter une pente. Qu'a-t-il fait dans les perspectives dépravées? Il a repris des textes que personne ne lisait plus et dont il ne restait que des effets dans le divertissement. Ces textes, produits par des érudits, étaient écrits et lus par une minorité, une élite scientifique, ancrée dans la réflexion, c'est-à-dire aussi dans le reflet, la ressemblance, la représentation. Or, Baltrushaitis avait noté avec un certain amusement que les jésuites arrivés en Chine et croyant séduire l'empereur avec leurs calculs et sur les anamorphoses, découvraient sur place que les Chinois pratiquaient ces exercices depuis des siècles, notamment par le dessin, c'est-à-dire le tracé. Baltrushaitis n'est-il pas en train de perturber la temporalité de notre progrès en nous montrant que nous avons perdu l'action, et donc l'œil, et donc du même coup quelque chose comme la liberté? Ne l'oublions pas, Baltrushaitis a étudié sur le terrain, il a dessiné, et en traçant, en dessinant, il réactive le geste, et avec lui, quelque chose de la vie, de la forme. Ce qui l'intéressait, c'était le théâtre, c'est-à-dire aussi la réactivation de l'œuvre à chaque interprétation vivante. Un quelque chose à jamais perdu dont la perte est intrinsèque à la réactivation, si l'on suit ce que Husserl disait de l'origine de la géométrie. Et je cite Husserl. « Sans le pouvoir effectivement exercé de la réactivation des activités originaires enfermées dans les concepts fondateurs, donc aussi sans le quoi et le comment de leurs matériaux pré-scientifiques, la géométrie serait une tradition devenue vide de sens, dont il nous serait absolument impossible, au cas où ce pouvoir viendrait à nous manquer, de savoir si elle a ou a jamais eu un sens authentique et effectivement récupérable. Mais c'est hélas notre situation et celle de tous les temps modernes. Ce qui n'empêche pas, semble-t-il, la transmission. Je cite encore Husserl. La transmission par héritage des propositions et de la méthode, nécessaire pour la construction logique de propositions toujours nouvelles, d'idéalités toujours nouvelles, peut précisément poursuivre son cours ininterrompu à travers les temps, alors que n'a pas été hérité le pouvoir de réactivation des archi-commencements et par conséquent des sources de sens pour toute étape ultérieure. Ce qui fait donc défaut, c'est justement ce qui avait donné, ou plutôt a dû donner, à toutes les propositions et théories, un sens archi-originaire que l'on doit toujours, de nouveau, mettre en évidence. Et il n'est pas sans intérêt de noter que le mot « réveil » intervient souvent dans les titres de Baltrushaitis. Jean-François Chevrier rapporte un souvenir d'enfance que lui a confié Baltrushaitis. Jurgis avait 8 ans. Il était à Milan avec ses parents. Il était seul, égaré dans la foule, mais il put retrouver, comme par miracle, l'hôtel dont il ignorait à la fois le nom et l'adresse. « Un ange, dit-il, est descendu d'un pinacle du dôme et m'a pris par la main. » Ainsi, comme son vieux compatriote du XVIIe siècle, un capitaine hérétique sauvé in extremis par un ange, Baltrushaitis réitère l'expérience de ce que Carlo Ossola appelle l'irruption angélique dans l'événement humain. Les traversées réflexives de Baltrushaitis auraient-elles pour tâche de réactiver cette présence?
tâche dont le lieu n'est peut-être que le redéploiement de l'arrière-pays. Étonnamment, l'arrière-pays de Baltrouchaitis et celui d'Yves Bonnefoy se reflètent en miroir dans un échange entre l'Italie et l'Arménie. Et je terminerai en citant le poète et penseur du Collège de France: « Rêver qu'on a vécu enfant en terre arménienne, c'est peut-être rêver d'abord de redevenir enfant avant que cette tâche soit obligée. » Je vous remercie. Nous remercions très vivement Chakim Matossian pour cet exposé si riche et si enrichissant. Les deux vont ensemble. Et je voudrais simplement, avant de laisser la parole aux auditeurs, souligner quelques moments de cet exposé qui a couvert un siècle en suivant la vie et l'œuvre de Baltroušaitis, et notamment venir à quelques éléments du commencement. Quand vous soulignez le fait que dans l'œuvre de Baltroušaitis, la scénographie compte beaucoup comme méthode et comme, je dirais, arrière-plan, vous m'avez fait venir à l'esprit deux auteurs qui lui sont contemporains et qui étaient passés par le théâtre et la scénographie en l'abandonnant après. Le tout premier est Johann Huizinga, dont l'historien du Moyen-Âge, au temps du Moyen-Âge, c'est son grand livre, puis il y aura la vie d'Erasme, etc., Homo Ludens, grand résistant, mis en prison par les nazis, etc. Eh bien, il avait commencé précisément par des études sur le théâtre indien. Et un autre qui lui était contemporain, les deux ne se connaissaient pas, mais là aussi était passé par ce type de représentation, était Franz Cumont. Donc, vous voyez qu'au commencement, il y a chez ces trois grandes personnalités l'apport de la, comment dirais-je, de la dynamique de l'espace scénographique. Tout particulièrement, Huizinga pourrait être mis en rapport avec Baltroušaitis. Il faudrait voir s'il y a éventuellement une correspondance, je ne sais pas, du fait qu'à un moment, Huizinga, dans son automne du Moyen-Âge, s'occupe largement dans un chapitre de la danse macabre, exactement comme Baltroušaitis. Et ceci nous permet en effet d'aborder toute une série de thèmes qui reviendront dans l'imaginaire refoulé, pour ainsi dire. Que, me semble-t-il que l'une des raisons du succès du nom de la rose d'Umberto Eco est précisément due au fait qu'il retrouve d'une certaine manière ce type d'imaginaire qui avait été un peu oublié ou refoulé. D'autre part, je vous remercie beaucoup d'avoir mis en rapport ce que je n'avais jamais pensé d'une certaine manière, le parcours de Baltroušaitis avec les remarques d'Yves Bonnefoy, l'arrière-pays. C'est vrai que l'un des effets de merveille profonde en lisant l'œuvre de Baltroušaitis est le même que nous avons en lisant l'arrière-pays d'Yves Bonnefoy que vous avez évoqué au commencement et à la fin. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, les aberrations que vous avez évoquées, et notamment les anamorphoses, impliquent je dirais, la naissance ou la dynamique du spectateur, exactement comme on l'a fait pour la lecture. L'œuvre n'existe si le lecteur n'est pas là, si le lecteur ne met son dynamisme dans l'œuvre, et également, on pourrait dire, non, pour le spectateur qui devient le protagoniste de l'anamorphose, avec tout ce travail magnifique que vous avez fait sur les ambassadeurs d'Holbein et leurs interprètes jusqu'à Lacan. Merci d'avoir terminé, ou presque terminé, dans la quête d'Isis avec Anselme Kiefer.
avec son Isis et Osiris. C'était maintenant, je trouve, dans son titre, le titre des cours qu'il a donné au Collège de France, quelque chose de très baltrosaïtien, parce que le titre final du cours est « L'art survivra à ses ruines », ce qui est vraiment une proposition tout à fait, je dirais, propre à ce que vous avez finalement noté comme le dynamisme profond de l'œuvre de Balthrosaitis. Il y a 3 mouvements dans cette œuvre que vous avez évoqués que je voudrais reprendre parce que ça fait partie de tout projet d'interprétation. La contamination, la propagation et la déformation. C'est vrai que toute propagation est une déformation, toute lecture est une déformation, et les 3 ont une grande dynamique. Et finalement, dans votre conclusion, ce que je soulignerai de ma part, c'est le besoin implicite chez Balthrosaitis de perturber la temporalité. Il n'y a jamais quelque chose qui va de A à Z, mais il y a des retours constants qui sont, je dirais aussi, la richesse de la mémoire. La mémoire est faite pour perturber le temps présent. On a, heureusement et malheureusement en même temps, toujours l'idée de la mémoire comme un simple réservoir. Ceci nous vient évidemment de la tradition classique. La mémoire est une salle, aula, est un temple, est un théâtre, mais formellement, elle est un réservoir. Alors que là, nous avons, je dirais, la prise en charge d'un élément plus dynamique. La mémoire intervient sur le présent pour le changer, pour le déformer, pour le mettre en crise, pour le mettre en perspective, en biais ou même en amorphose. Et puis, vous avez là aussi, à juste titre, souligné que la vie des formes, dans le sens de Faucillon, est, chez Balthrosaitis, la réactivation de l'œuvre. Non seulement les œuvres et les formes vivent par elles-mêmes, mais il faut les réactiver. C'est là aussi la partie importante de la vie des formes. Alors, ceci est pour vous dire combien j'ai été heureux de retrouver dans vos mots enrichis et approfondis, malheureusement pour moi, le petit Balthrosaitis que j'avais dans mon écran personnel et qui est devenu maintenant vraiment, comme il le mérite, un grand, je dirais, un grand interprète, je dirais même magicien des formes et de leur vie et de la mémoire qui les transporte dans notre arrière-pays. Vous avez terminé, et je termine à mon tour, puis je laisse la parole aux auditeurs, avec ce parallèle entre l'Arménie et l'Italie par le biais d'Yves Bonnefoy. Il faut rappeler toujours ce lieu central dans cette liaison, c'est San Giorgio degli Armeni, n'est-ce pas, à Venise, qui est encore aujourd'hui le grand centre d'une circulation jamais cessée entre Constantinople et Venise, entre l'Arménie, Constantinople et Venise. Vous l'avez montré à propos justement du sérail et du pavillon chinois. Ça vaut pour tout le reste. Et il ne faut jamais oublier ça. Nous avons malheureusement un peu trop, à cause aussi des voyages low cost, occidentalisé Venise, alors que Venise était l'Orient de l'Europe. Et la présence arménienne était absolument fondamentale. On a encore aujourd'hui les édifices, les monuments, les palais, un peu abandonnés, il faut bien le dire, mais ça ne change pas le mouvement profond de l'histoire. Même chose, on pourrait l'évoquer dans le cours merveilleux donné ici
sur sa chaire européenne par Viktor Stoïkita, qui avait montré comment Dürer avait changé sa perspective précisément en allant d'abord à Venise et en reprenant à partir de Venise les grands thèmes orientaux que nous avons retrouvés dans votre cours. Donc, je suis vraiment très, très, très reconnaissant pour cette leçon historique, cette leçon de méthode, et je laisse donc la parole aux curiosités, variations, reviviscences, anamorphiques ou non, de ceux qui voudraient prendre la parole.